c'est Louis Desgroseilliers. Je suis copropriétaire et vigneron du Domaine La Branche. Copropriétaire parce que c'est familial. Et alors, Domaine La Branche, érablière, cidrerie, vignoble. À la base, on est propriétaire d'une cabane à sucre La Branche, qui est devenue un domaine. Et puis, on est également donc, producteur de pommes, acériculteur et puis, évidemment, producteur de raisins aussi. Alors bonjour, je m'appelle Sylvain Césia, je suis propriétaire de Chouquette et compagnie, qui est une boulangerie-pâtisserie qui est spécialisée dans la chouquette étant un petit chou avec un sucre belge. Je m'appelle Tina Brooks, je suis copropriétaire de l'entreprise Brooks Pepperfire Foods. Nom français, c'est les aliments Brooks Pepperfire. On est ce qui est appelé dans l'industrie un co-impacteur. Ça veut dire que nous impactons des produits pour d'autres compagnies. La ligne Peppermaster, qu'est-ce que nous voyons présenter dans notre magasin, sont les produits qu'on fait pour démontrer à nos clients qu'est-ce qu'on est capable de faire pour eux. Alors, ça veut dire qu'ils vont regarder nos produits pour voir quelque chose de similaire qu'on va produire pour eux. Et eux autres vont s'occuper de toutes les ventes et commercialisations de ces produits. Ils vont être sur le marché avec leur propre étiquette et non pas l'étiquette de Peppermaster. Alors, il y en a plusieurs déjà disponibles aux alentours de Montréal on est manufacturier, mais personne ne sait que c'est Peppermaster, entre autres. Mon nom est Lucie Cousineau. Je suis copropriétaire de la cidrerie La Pommeraie du Suroît avec mon conjoint Jean-Pierre Lepage. On est situé à Franklin, sur la rive sud de Montréal, donc dans le Suroît. Et on a un permis de la Régie des alcools depuis 2007. Donc ça fait 6 ans que nous existons. Je m'appelle Caroline Tardif. Je suis propriétaire de la fromagerie Ruban Bleu avec mon conjoint qui s'appelle Jean-François Hébert. On a acheté l'entreprise en fait en 2005 à Saint-Isidore d'un couple qui partait à la retraite. Puis ça a été juste un coup de cœur. En fait, on a appris que c'était à vendre un avant-midi. L'après-midi, on était là-bas en train de poser plein de questions, de fouiller un peu l'entreprise. On a fait une offre d'achat, je crois, une semaine après, conditionnelle à ce qu'on fasse une année de bénévolat. Puis on est déménagé ici. En fait, on a acheté le 16 décembre 2005. Puis on est déménagé ici le 1er mars 2009. Donc c'est une ferme tout d'abord, une fromagerie par la suite, puis une boutique aussi de produits locaux. Okay, moi, je suis Réal Beaulieu. Là, disons que je suis vice-président administratif pour la compagnie Unisaya. Unisaya, disons que c'est une compagnie familiale qui a été fondée en 1986, lorsqu'on a commencé à faire du tofu. Et puis c'est moi et mon frère Bernard qui étaient des agriculteurs dans le temps, on produisait du soya et puis qu'on a acheté la compagnie pour transformer le soya qu'on produisait dans le temps. Pour la chouquette, donc la pâte à choux, on fait tout sur place, à savoir ici, on fabrique tout. On reçoit toutes les matières premières, farine, sucre, ça arrive tout en poche. Dès que les matières premières arrivent, elles sont transformées. Donc par transformation, on élabore des recettes. La recette de la pâte à choux, on parle de l'eau, sel, sucre, beurre, farine et œufs. Une fois que c'est cuit, c'est dressé à la poche. Une fois que c'est dressé à la poche, on met un petit sucre sur le dessus et on peut les cuire. Elle va ressortir comme ça. Ça, c'est de la chouquette cuite. Et à partir de là, c'est ça, j'ai la chouquette. Je vais y aller en résumé, parce que c'est sûr qu'en tant que personne qui les fabrique, je peux en parler pendant longtemps. Là, mais alors, très simplement, Domaine La Branche, érablière, cidrerie, vignoble. Le volet, on se spécialise dans la production d'alcool haut de gamme. Donc, érablière, on fait des alcools d'érable. On fait 2 produits en particulier. Alors, on fait le liquoreux d'érable, qui est un peu plus sucré pour accompagner les desserts, à partir de sirop d'érable. Sirop d'érable, mais assemblé avec de l'eau d'érable.
Et puis on a également le vin d'érable pour accompagner les repas à partir d'eau d'érable. Contrairement au liquoreux, très peu sucré. Donc vraiment en mesure d'accompagner des repas légers. Donc, la cidrerie, on a actuellement 5 produits. Vous en avez 4 ici en démonstration. On a également un 5e produit qui est le cidre mousseux, qui a été très populaire et puis que les inventaires sont maintenant au plus bas. Mais pour les 4 produits qui sont là, on a donc le cidre de glace. Cidre de glace qu'on entend souvent parler, concentration par le froid. Le cidre de feu, qui est le pendant, mais celui-ci, c'est complètement de l'innovation. Alors oui, le cidre de glace, on entend parler souvent, mais le cidre de feu, très particulier. Alors c'est le jus de pomme qui est concentré par la chaleur, qui est bouilli à même les pannes à sirop d'érable, exactement comme l'eau d'érable. On a aussi le cidre tranquille qui est un peu comme un vin blanc si on le compare, un peu plus fruité, toujours pour accompagner les repas légers ou en apéro. Et on a également le cidre pétillant. Alors, cidre pétillant, très festif, c'est des bulles, tout en finesse. Et finalement, on termine avec le volet de la vigne. On a évidemment le vin blanc et le vin rouge, tous deux à partir de cépages que l'on appelle le Frontenac. Donc, c'est des vignes qui sont rustiques, parfaitement propices au climat québécois. Pour la marque Peppermaster, nous avons plus que 150 différents produits disponibles. Ils sont tous les produits dans notre magasin, à part certains cafés et miel qu'on utilise comme ingrédients dans nos produits. Tous les produits dans notre magasin, on est actuellement le manufacturier. Nous faisons une gamme de produits intéressants. Nous avons, comme celui-ci, c'est comment est-ce qu'on dit ça? C'est un épice sec, un mélange et des infusions de différentes épices qui aident à saupoudrer fruits de mer, poissons, des choses comme ça. On a aussi un steak spice pour les viandes, du porc, du poulet, quoi que ce soit, ils vont tous aller ensemble. On a aussi des huiles pimentées. Spéciales parce que nous commençons toujours avec des ingrédients fraîches et on les sèche nous-mêmes. Alors, tous les piments et tous les ingrédients qui sont dans nos produits sont séchés avant qu'ils aient mis dans la bouteille. L'idée de faire ça, c'est parce que dans le commercial, il fait sécher les piments à terre sur des grandes tarpaulines et ils marchent là-dessus. Puis nous trouvons que c'est pas quelque chose qu'on aimerait mettre dans notre quoi manger. Alors, nous utilisons ces philosophies pour nos clients en même temps. Donc, à la cidrerie à la Pommeraie du Suroît, nous offrons actuellement 4 produits différents, 2 cidres secs et 2 cidres de glace. On avait commencé par les cidres de glace au début et on continue toujours. On est une des rares cidreries à ne faire nos cidres de glace qu'avec des pommes entières gelées. Notre cidre de glace qui est le plus reconnu et le plus médaillé également s'appelle le fruit défendu et c'est fait avec des pommes qu'on cueille à l'automne. Donc c'est des McIntosh, Spartan, Empire qu'on choisit chacune pour leur qualité gustative. Et donc, on les cueille à l'automne parce qu'elles ne restent pas sur les arbres. On les réserve en entrepôt réfrigéré jusqu'en janvier. Et en janvier, je les sors, je les fais geler naturellement. Puis une fois qu'elles sont gelées, on les presse entières. On a 2 presses en fait ici, dans lesquelles on met 200 kg de pommes gelées. On presse pendant 24 heures. Puis après 24 heures, on a à peine 30 litres de jus, mais un jus qui est au moins 5 fois plus sucré que du jus de pomme ordinaire. Et c'est ça qu'on va vinifier. Donc après ça, c'est toutes les étapes régulières de vinification. Ça, c'est mon conjoint qui fait toute la vinification. Pour notre cidre de glace, les pommes du roi, ça c'est la récolte d'hiver. Donc c'est d'autres variétés qui, elles, restent sur les arbres, mais à peu près, parce qu'on en perd quand même la moitié qui va tomber avant la récolte hivernale. Ce sont des Cortland puis des Golden Rosette qu'on cueille habituellement à la mi-octobre. Mais là, on leur demande d'attendre à Noël ou à peu près. Donc, on a une grande quantité de pertes. Mais ce qui se passe dans l'arbre, on ne peut pas le reproduire
autrement. C'est-à-dire que durant l'automne, il y a à peu près 15 cycles de gel et de dégel consécutifs. Et ça va faire cuire la pomme là, ou la faire, c'est ça, par gel consécutif, les sucres vont se concentrer. Puis il va même y avoir une première fermentation dans la pomme. Donc ça donne, contrairement aux fruits défendus, qui a un goût plus de pomme fraîche avec des notes d'abricot, les pommes du roi, ce cidre de glace-là va avoir plus des goûts de pommes cuites avec des notes de cerises de terre, donc un petit peu plus goûteux. Comment on fait le fromage? Bien, en fait, c'est très facile puis très difficile à la fois. Donc, c'est facile de faire un fromage, mais difficile de faire un bon fromage constant. Donc, en fait, je pense que la clé, c'est vraiment d'avoir un approvisionnement en bon lait. Donc, c'est ce qu'on s'efforce à faire ici. On fabrique, bien, en fait, on est producteur laitier, donc on a notre troupeau. Donc, notre matière première est toujours fraîche. On transforme 7 jours semaine. Et comment on fait un fromage? Bien, il faudrait venir avec nous dans l'usine pour avoir un petit peu plus de détails. Mais bref, on transforme à tous les jours avec un lait, des bactéries, du sel et des ressources humaines. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on peut fabriquer du fromage. C'est pas compliqué, mais à la fois, c'est un peu magique parce que chaque produit contient les mêmes ingrédients puis peuvent être complètement différents d'un à l'autre. Donc, le tofu, c'est fabriqué à base de fèves de soya, comme de raison. Et puis, on prend la fève de soya et puis on la fait tremper, pareil comme des fèves au lard, entre 18 et 24 heures. Et puis, à ce moment-là, après que les fèves sont bien trempées, ils sont broyés finement. Mais on rajoute de l'eau aussi encore pour faire comme un gruau clair. Et puis, à ce moment-là, c'est cuit dans on appelle ça un cooker. C'est une cuisson à continu. Et puis après que c'est cuit, on sépare la fève de soya du lait. C'est un centrifuge qui va séparer. Et puis la fève de soya, elle, va s'en aller pour l'alimentation animale, tandis que le lait, lui, va aller pour la fabrication du tofu. Le procédé pour fabriquer le tofu à partir du lait, c'est tout simplement un coagulant qu'on appelle du chlorure de magnésium. C'est un sel qui est ajouté au lait et qui fait un caillé, pareil comme un caillé de fromage. Ensuite, c'est pressé. C'est le principe, à peu près le même principe que la fabrication de fromage. C'est pressé, c'est découpé, c'est emballé sous vide. Ensuite, après qu'on l'a emballé sous vide, c'est pasteurisé. C'est refroidi dans de l'eau à 2 degrés Celsius. Et puis après, bien, c'est l'emballage, simplement. Juste pour situer, les arbres fruitiers, en fait, c'était la condition première pour que Jean-François s'associe avec moi parce que lui est agronome spécialisé dans les arbres fruitiers. Donc, ça a été sa passion depuis toujours. Puis quand est arrivée la crise de la listerie en 2008, où tous les fromages étaient pratiquement du poison pour la clientèle, on ne voulait pas vivre ça 2 fois parce que c'était très difficile financièrement. On venait de partir l'entreprise. Donc, on s'est dit que ça nous prend une deuxième source de revenus pour nous sécuriser un peu puis pour nous donner confiance dans notre entreprise parce qu'on avait de la difficulté à savoir si on voulait continuer ou pas. Donc, on a planté nos arbres. Donc, on est rendu à peu près à 3000 arbres fruitiers. Donc, c'est ce qui a tant fait jaser dans la région ici parce que c'est une méthode de culture un peu différente. Donc, on est en culture biologique. On a environ 150 variétés de pommes, une cinquantaine de variétés de poires, un peu de cerises, de guédelles et plein d'autres choses, en fait. La raison pourquoi on a cultivé avec des gros poteaux, comme les gens peuvent certainement voir en arrière de moi, c'est qu'en fait, justement, en biologique, soit on met des produits sur nos pommes qui sont certifiés biologiques. Donc, on peut faire une méthode de culture qui est un peu traditionnelle, comme on voit dans tous les vergers, ou soit on s'en va vraiment différemment. On utilise vraiment la nature à son plein potentiel pour mettre absolument rien sur nos arbres. Donc, il faut travailler encore plus fort parce qu'on sait qu'une pomme, c'est un des fruits les plus arrosés. C'est difficile de le faire en biologique. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on travaille surtout en 2 dimensions, beaucoup en largeur et en hauteur, très peu en profondeur. Parce que, en fait, les arbres sont soutenus par nos poteaux et nos fils de fer. Donc, ça veut dire qu'on a plus de soleil au sol, aux racines, donc nos arbres grossissent mieux. Puis en plus, en ayant plus de soleil, on est capable d'augmenter notre biodiversité.
Donc, on a planté plein de choses. On est rendu avec de la rhubarbe, des asperges, du sureau. On plante le plus de plantes possible pour déjouer naturellement les insectes. Parce que on dit tout le temps que même comme les humains, on est paresseux de nature, bien, les insectes aussi, ils cherchent des monocultures. Donc, quand ils arrivent ici puis qu'ils tombent sur une pomme, puis sur une poire, puis sur un asperge, ça les fatigue un peu. Donc, ils vont avoir tendance à aller chercher ailleurs des monocultures puis à s'éloigner de notre culture ici. Donc, ça fait 4 ans maintenant qu'on est en recherche et développement dans notre verger. Puis on fait ça en collaboration avec un professeur à l'Université McGill aussi, qui a le même verger à 1 heure de chez nous, d'ici. Puis on fait des études comparatives à voir la qualité de nos pommes, nos fruits, parce que principalement les 2 dangers sur une pomme, c'est le champignon qui s'appelle la tavelure, quand c'est des saisons très humides, bon, beaucoup de pluie, et les insectes. Donc, en ayant beaucoup de biodiversité comme ça, on déjoue un peu sur les insectes. Pour la tavelure, pour les champignons, on a choisi des variétés résistantes. Donc, c'est pour ça, quand je dis 150 variétés, bien, c'est toutes des variétés que Jean-François a récoltées. Maintenant, on fait aussi des croissants. On fait des croissants pareils. Tout arrive en matière première. Du sel. Le croissant, c'est du sel, du sucre, de la farine, de l'eau et du beurre et de la levure. Okay. Donc, la pâte, pour les croissants, on va élaborer une pâte qu'on appelle la détrempe. Après, dans la détrempe, on va ajouter du beurre. Et on va donner des tours, ce qu'on appelle. On va tourer la pâte et ensuite on va donner des tours simples pour que le croissant ait un feuilleté. Ça, c'est élaboré en plusieurs heures, on va dire, parce que c'est très long. Je travaille que du beurre. Donc le beurre, il faut beaucoup de repos. Avec ça, bah, on étale après, on étale la pâte et puis on va faire des croissants ou des chocolatines ou des danoises. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec la pâte à croissant. Donc après, ça va demander de la pousse. Ils vont pousser, ils vont gonfler et après ils vont être cuits. Avant la cuisson, on va les dorer avec du jaune d'œuf et après ils vont être cuits. Donc les croissants ou chocolatines par exemple, là, après cuisson, ça va donner ça. Le croissant, à savoir aussi qu'à partir de ce croissant-là, il peut être coupé en 2, trempé dans un sirop pour faire des croissants aux amandes. Okay. Donc, c'est un peu la vie du croissant, le suivi. Maintenant, on fait aussi nos propres confitures. Donc, on reçoit les fruits avec du sucre, on fait une cuisson. Et puis, on fait nos confitures, on fait nos caramels, on fait nos glaces. Donc, toutes les glaces sont faites ici. J'ai 3 sortes, à savoir 3 sortes. Donc, on a la glace qui est faite à base d'œufs. C'est une crème anglaise qui est parfumée, chocolat, pistache, vanille, et qui est turbinée. On a le sorbet. Le sorbet, c'est juste du fruit, de l'eau et du sucre. Et c'est turbiné. Et on a la gelato. Donc la gelato, elle, c'est la crème glacée. Ensuite, je fais aussi toutes sortes de pâtisseries. On en fait sur commande. J'en faisais beaucoup avant au magasin, mais pour éviter la perte, je fabrique la pâtisserie et je la congèle. Mais maintenant, sur demande, sur commande, on va faire des shortcakes, des fraisiers ou autres gâteaux. En fait, à la base, c'est mon père qui est entrepreneur, là, qui s'est lancé dans toutes sortes de choses, toutes sortes de projets. Et en 2009, il s'est mis à faire l'implantation de vignes. Alors, c'est les vignes que l'on retrouve devant la cabane à sucre. Et l'idée étant de vendre les raisins. Nous, on est producteurs de fruits et légumes de toutes sortes également. C'est notre grande spécialité. Et puis donc, le raisin étant une culture parmi tant d'autres, il se disait, bien, pourquoi pas se lancer dans la vigne? Et puis, on va vendre le raisin. Et advenant qu'on est intéressé à faire la vinification, qui est la fabrication d'alcool à partir du raisin, bien, ce sera possible de le faire. Et puis, bien, pendant cette année-là, le prix du raisin était quand même à son plus bas. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré ce qu'on appelle des œnologues. Donc, les œnologues, ce sont si on peut dire, les spécialistes de l'élaboration d'alcool. Et c'est avec eux qu'ils ont dit, bien, pourquoi pas le vinifier, puis on serait en mesure de vous aider à le faire. Et nous, bien, étant donné qu'on était déjà très à l'aise avec le processus de fabrication, mon père faisait du cidre, mon grand-père faisait du cidre, donc j'ai ma famille qui vient de Bretagne. Et puis, on a toujours bu du cidre, toujours. Puis moi, j'ai toujours donné un coup de main à mon père à faire du cidre. Alors, il s'est dit à ce moment-là, mais si vous seriez intéressé, je pourrais goûter vos produits. Je vous dis qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, puis après ça, peut-être qu'on pourrait aller de l'avant avec le projet. Puis finalement, bon, on s'est rencontrés à 4. Donc, mon père, moi et puis les 2 œnologues, très impressionnés par les produits de cidre, alors qu'ils étaient faits pour
que pour les amis et puis la famille. Puis finalement, c'est parti de cette branche-là. À la fromagerie ici, des fois, on ne devrait pas s'appeler fromagerie, mais la ferme, parce qu'on est dans la biodiversité plus que dans la monoproduction. En fait, ce qu'on fait avec l'ail, on a décidé une année qu'on allait produire un peu plus d'ail parce que, premièrement, je suis une grande mangeuse d'ail. Puis Jean-François me disait, c'est tellement facile à produire, on va arrêter de l'acheter puis on va être certaine de sa qualité. Mais Jean-François ne fait jamais rien à moitié. Donc maintenant, on a environ une dizaine de variétés d'ail. Puis on n'est évidemment aucun produit sur l'ail, mais il fait des recherches un petit peu, puis il regarde à chaque année ce qui se passe, puis le développement. Donc c'est très facile. L'ail, c'est quelque chose qu'on plante à l'automne, qu'on ensevelit un petit peu sous la paille et on attend au printemps pour le récolter. On le fait sécher. En fait, il y a la fleur d'ail qu'il faut récolter, qu'on vient de récolter, en fait, il y a 2 semaines. Et c'est plutôt vers le mois de juin, mi-juin, qu'on récolte la fleur d'ail. On laisse encore pousser la plante et on récolte à peu près à la fin juillet l'ail. On la laisse sécher et on commence à la commercialiser au mois de septembre. Donc, on la vend en tresse. C'est très facile, très simple. Et encore une fois, on le vend juste à la boutique ici parce qu'on n'en a pas des... On n'en a pas des grandes quantités. Là, on vend environ 2000 à 3000 gousses d'ail par année. Donc, ça passe assez vite. On a aussi les sauces piquantes qui peuvent être sauce dessert ou qui peuvent être sauce savoureuse jusqu'aux certaines, comme celui-ci, qui est le piment le plus fort au monde. Donc, c'est le détenteur actuel de la record Guinness, celui-là. Et c'est 70% pur, cru, dans un jus de lime avec une touche de sel marin. Alors, celui-là, la seule cuisson qu'il reçoit, c'est dans le bain-marie qui stérilise le produit et aide à garder la fraîcheur des ingrédients dans le pot. On a une ligne aussi, on va voir des étiquettes blanches dans notre magasin et ce sont des produits qui n'ont aucun piment. Donc, certaines, on a une ligne tout nouveau l'année passée de qu'est-ce qu'on appelle les sirops, des élixirs qui se mélangent dans l'eau plate ou l'eau pétillante pour faire des boissons comme limonade, ginger ale, des choses comme ça. Un cidre sec tranquille, donc c'est comme un vin blanc, mais fait avec des pommes naturellement, c'est fait avec de la McIntosh puis de la Empire. Et il est vieilli en fût de chêne usagé, donc pour lui donner des petites notes de vanille. Et on a finalement dernièrement ajouté un mousseux, parce que la demande était là pour des bulles, c'est de plus en plus recherché par nos clients. Donc c'est un mousseux qui est sec également. C'est fait aussi avec de la McIntosh et de la Empire, mais lui on fait après une première fermentation en cuve. On va faire une deuxième fermentation dans une cuve close, donc sous pression, pour qu'il y ait une effervescence naturelle. Donc, c'est ses propres bulles, on n'ajoute aucun gaz à l'intérieur. Puis nos 2 cidres secs, ils sont à 7 ou 8, 9 % d'alcool. Et pour atteindre ce niveau d'alcool-là, si c'était juste du jus de pomme qu'on vinifiait, on ne pourrait pas atteindre ça. Donc, on chaptalise, on ajoute un petit peu de cidre de glace pour ajouter un petit peu de sucre qui va se transformer en alcool pour avoir ce qu'on voulait, nous, un produit autour de 7 à 10 % d'alcool. Et puis, on a divers produits comme de raison. On a de la nature, on a les fines herbes, on a aux algues, aux légumes. On a aussi des marinés qui sont marinés avec de la sauce soya, du tamari, sans blé, sans gluten. Dans ces variétés-là, on a de l'Indien Masala, on a du jalapeno, et puis on a aussi au gingembre. C'est les 3 variétés où est-ce qu'ils sont marinés. On a aussi une autre variété, on appelle ça une pâte de soya, qui est une saveur de feta. Donc, on a 2 saveurs de feta, on a à la pesto et à la grecque. Et ça, comme de raison, c'est une saveur de feta avec des épices qu'on met dedans. Et puis on fait comme une garniture, si vous voulez, par-dessus, de bruschetta pour le pesto, et puis des olives noires à la grecque. On a aussi de la saucisse au tofu,
qui est comme une saucisse hot dog ordinaire, mais qui est complètement végétale. C'est en gros tous les produits qu'on fabrique ici à Saint-Isidore. En fait, dans une fromagerie, toute personne qui a un troupeau, à la fin de la vie d'une chèvre, on a deux choix. Soit on l'envoie à l'encan, donc c'est à Saint-Hyacinthe, il y a un encan, puis c'est un peu un jeu, donc c'est une loterie, on ne sait pas ce qu'on va avoir pour nos animaux. Ou soit on est certain de où ils s'en vont, puis c'est l'abattoir. Des fois, ça peut paraître cruel, mais moi, je préfère que mon animal s'en aille à l'abattoir. Je sais exactement ça a été quoi sa vie, il n'a pas souffert. Donc, on l'envoie à l'abattoir tout près d'ici, à Saint-Louis-de-Gonzague. Et à ce moment-là, il transforme viande hachée, un peu de découpe, puis des saucisses. On transforme à peu près, c'est pas des grosses productions, mais une trentaine de chèvres par année. On écoule 100% de notre production ici à la fromagerie. C'est de plus en plus populaire, on en manque à chaque année. Je pense qu'on est en train, les Québécois, on est en train de découvrir plein de choses. On est de plus en plus épicuriens, on a envie de savoir qu'est-ce que goûtent les ingrédients un peu méconnus. Puis la viande de chèvre, c'est la viande la plus mangée au monde. On pense tout le temps que non, que c'est une viande qui n'est pas connue. Mais c'est pas connu en Amérique du Nord, ni en Europe. Mais si on s'en va un petit peu plus loin en Asie, si on s'en va en Indonésie, si on s'en va jusqu'au Mexique, en Argentine, c'est des viandes quand même qui sont bien mangées. Puis les gens voyagent de plus en plus, donc on a de plus en plus de Québécois qui veulent retrouver ce qu'ils ont goûté en voyage. Puis qu'on le vend juste ici à la boutique. C'est vraiment pas difficile à commercialiser. Dans le cidre, ce qui est intéressant, c'est que tout est à découvrir encore. Et on en connaît un petit peu. C'est sûr qu'on part des pommes qu'on a, nous, en verger. On a 3200 pommiers. Mais la McIntosh, par exemple, son intérêt, c'est qu'elle a une belle acidité. Donc, pour balancer le sucre dans les cidres de glace, par exemple, c'est intéressant parce que ça va justement équilibrer le goût sucré. L'aspartame, on l'utilise parce qu'elle a un goût très fruité, donc elle va vraiment donner un goût de fruits plus prononcé au produit. Puis l'Empire, elle donne un goût beurré, donc c'est celle qui donne la viscosité, qui va rendre le produit, que ça va être plus long en bouche, plus intéressant. Mais ça, c'est nous qui avons déterminé ces choses-là, mais il reste encore plein d'autres variétés à découvrir et à identifier qu'est-ce que ça amène au produit. Alors que dans le vin, avec les cépages, on sait plus ou moins quel résultat on peut obtenir, mais dans les cidres, tout est à faire encore. C'est ça qui est super intéressant.